Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Flegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, une interview Made in Annecy. Salut la famille! Aujourd'hui on poursuit sur notre lancée d'épisodes spéciaux de la rentrée avec une interview que je suis très content d'enfin vous proposer, celle de Céline Beauté alias Just Céline sur les réseaux. Vous allez l'entendre, Céline a plusieurs casquettes, elle est animatrice 2D, professeure particulier et créatrice de contenu spécialisé dans l'animation. C'est la première fois que je vous propose ça, une rencontre avec quelqu'un de l'industrie, donc j'attends vos retours après avoir écouté et venez me dire ce que vous en avez pensé. Pour mettre un petit peu de contexte, cette interview a été réalisée dans le cadre du Festival d'Annecy, donc en juin dernier. Ensuite, j'ai été pas mal pris sur les plans pro, perso, après Annecy, et je voulais pas mettre en ligne cet épisode en plein été, au moment où tout le monde déconnecte un petit peu. Mais vous inquiétez pas, ça reste tout aussi pertinent aujourd'hui, puisqu'on parle du parcours de Céline, de sa vision de l'animation, des projets sur lesquels elle a aimé travailler, etc. Et aussi d'un film qui a fait pas mal de bruit à Annecy, et qui n'est toujours pas sorti à l'heure où paraît cet épisode. Dernière chose, l'épisode a été enregistré dans un bar, donc si vous entendez des petits bruits autour de nous, c'est tout à fait normal. On va dire que ça fait partie de l'immersion. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Céline, bonne écoute! Hello Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est trop sympa. Mais merci de m'avoir invité. Tu es, je vais te présenter vite fait, mais je vais te laisser faire ta grande présentation. Tu es animatrice 2D en freelance, clean-up artiste aussi et professeur particulier, plus un compte Insta que vous pouvez retrouver qui s'appelle @just_Céline, où tu produis pas mal de vidéos justement très pédagogiques sur l'animation. Ça fait beaucoup de casquettes tout ça. Vas-y, je te laisse te présenter pour la suite. D'où tu viens, quel est ton parcours en quelques mots? Alors moi je suis majoritairement de la région parisienne, j'ai pas vraiment quitté la France ni cette ville-là. D'ailleurs pour l'anecdote, je connais beaucoup plus les États-Unis que la France. C'est-à-dire oui, c'est pas commun. Ouais, je sais, mais genre je suis allée dans 4 villes en France. Okay. Il y a Paris, Annecy et le sud et c'est tout. Genre vraiment je connais rien du tout. Donc là ça fait partie d'un de tes rares voyages finalement quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. À partir de là, du coup, j'ai fait un bac L. En termes d'études, j'ai fait un bac L pour ensuite aller à l'ISA Paris, où je suis diplômée d'un bachelor. Donc, c'est même pas une licence, un bachelor, oui. pour te dire. Avec toutes les polémiques qu'il y a eu pour les écoles. Mais enfin, bon, bref. On en reparlera peut-être un petit peu. Ouais, on en reparlera sûrement. J'ai donc, du coup, un bachelor en production et en conception de cinéma d'animation 2D spécialisé en production. Je ne savais pas qu'il y avait une spécialisation, mais j'en ai une. Ok. Et à partir de là, j'ai fait de la production, j'ai fait de la traduction, j'ai fait aussi des dossiers de subvention du coup pour le CNC, avant de me dire que en fait dessiner ça me manquait trop. Donc du coup, je suis partie sur de l'animation. J'ai commencé pour Cartoon Network pour la série Prince Ivanhoe, qui est sur YouTube. Vous pouvez la retrouver, toute la saison est là. Ok, super. Et après ça, ça a vraiment enclenché ma carrière. Et là, j'ai enchaîné notamment avec Genshin Impact, TFT, Wayfinder aussi, le trailer. Et plus récemment, j'étais sur le film Genshin Impact, Moonlit Bamboo Forest. TFT, c'était un trailer pour les Worlds de League of Legends, c'est ça? C'est ça, oui, pour annoncer aussi notamment la nouvelle saison TFT. Voilà, on était extrêmement contents d'être aux Worlds, surtout moi d'ailleurs. On me voit, normalement, on a une vidéo où on me voit en train de faire « Regarde maman, je pense à la télé et tout !» Je pense à la télé coréenne et tout, c'était trop bien. Et donc ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, juste pour revenir. Le dessin, ça a toujours fait partie de ta vie? Tu disais que ça a été peut-être une motivation au début, puis tu t'es écarté, puis t'es revenu. Vraiment le
désir, la volonté de faire de l'animation, c'est arrivé quand exactement? Alors moi, depuis toute petite, je regarde des animés, je pense comme beaucoup de personnes de mon âge et de ma génération. J'ai énormément regardé des dessins animés Cartoon Network, Nickelodeon, comme notamment aussi des animés. On a été vraiment extrêmement chanceux parce qu'on a été dans le grand boom des animés fin des années 90, début des années 2000. C'était lesquels tes préférés, ceux que tu manquais pour rien au monde? Fullmetal Alchemist. Moi, je suis une full Fullmetal Alchemist. J'adore, j'ai le set de DVD Golden Edition de 2003-2004, s'il vous plaît. Je sais que ça va pas faire l'unanimité. J'aime bien Brotherhood, mais j'ai clairement un affect particulier pour celle de 2003-2004. Et sinon, c'était encore l'époque où on achetait les supports physiques, quoi. C'était une des meilleures façons de découvrir ça, quoi. Et après, tout ce qui était Chevalier du Zodiac, Death Note, Nicky Larson, tout ce qui en fait était diffusé sur MCM à l'époque. Mais si, au départ j'allais dire Fullmetal Alchemist, c'était MCM, mais ça fait partie aussi moi de mes chaînes qui ont contribué à faire ma culture de l'animation, quoi. Il y avait manga, mais il y avait quand même pas mal MCM. C'est là où je regardais Dragon Ball. Moi je suis pas de la génération Club Dorothée, et DBZ c'était pour moi sur MCM, quoi. C'est vrai. Ah ouais, non, ça c'était une très bonne époque. Et donc plutôt animation japonaise quand même à la base. Non, quand même aussi occidentale. Comme je le disais, j'ai énormément de références, notamment du travail de Genndy Tartakovsky et aussi de Craig McCracken. Je recontextualise, on sort tout juste de la séance de Fixed, le nouveau film de Genndy Tartakovsky, donc on est vraiment dans le mood là. Ah oui. Donc tout ce qui était Samurai Jack, Dexter's Laboratory, Powerpuff Girls, vraiment, tout ça a vraiment fait ma culture d'animation en fait. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était diffusé, mais les laboratoires de Dexter, les Super Nanas, c'était le truc pareil que je voulais absolument pas rater, quoi. Ah ouais? Ouais. J'ai pas encore passé l'étape Samurai Jack. Il est dans ma liste. Je sais qu'il faut absolument que je regarde ça. Ah non, c'est incroyable. J'ai pas regardé la dernière saison par contre. Donc, moi aussi, il faut que je rattrape à un moment donné. Mais, moi, c'était vraiment toutes ces cultures-là. Et puis, en fait, moi, c'est l'anecdote que j'adore raconter. C'est un après-midi d'été. J'étais chez moi, il fallait que je révise pour le bac. Et j'avais fait tout ce que j'avais à faire et je me faisais chier. Et je savais pas quoi faire. Et je me dis, tiens, je suis dans le monde pour regarder un film. Et je sais pas quoi. Et il faut se dire qu'entre le moment où je regardais assidûment MCM et ça, il y a quelques années qui se passent. Et donc du coup, je sais pas quoi faire et je me dis je suis dans le mood pour regarder un film. Et le film que je décide de regarder, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ok. Et là, c'est vraiment le coup de foudre, quoi. Genre vraiment dans la compo, dans l'anime, dans la manière de réaliser. Vraiment, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Et à partir de là, je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait. C'est un métier de dessiner et d'animer des personnages. Et je me suis dit, mais à partir de là, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. Je savais que je voulais être dans l'artistique. D'une manière générale, ma mère est finlandaise, pour ceux qui ne le sauraient pas. Okay. Et dans la culture finlandaise, on a une énorme culture de l'artisanat et du crafting. Donc, du coup, on a vraiment baigné là-dedans, moi et ma sœur. Mais encore plus moi. Et j'avais un peu, je pense, perdu de vue ça. Mais avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça a vraiment recatapulté mon envie de faire de l'artistique. Je ne savais pas exactement quoi. Et là, vraiment, c'est devenu une évidence, en fait, à ce moment-là. Ça a été le déclic, quoi. L'animation 2D. Je remets vite fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais je pense que si vous nous écoutez, vous savez ce que c'est globalement. Hein. C'est un film de Robert Zemeckis des années 80 qui est un des premiers, en tout cas, à mélanger aussi bien prise de vue réelle et animation avec 2D, tout le monde des toons qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que pour le coup, ça a été une claque technique, mais aussi ça reste un excellent film au-delà de la technique. Hein, mais c'est vrai que visuellement, ça peut vraiment enclencher un déclic comme tu as eu derrière, quoi. Ah, carrément. Donc ça, c'est un peu la façon dont tu retombes quelque part dans l'animation, dans l'artisanat. Et est-ce que justement, ça rejoint un peu une question que je pose régulièrement? J'ai un questionnaire que je pose à des invités à chaque podcast. C'est quelle est la chose que tu aimes par-dessus tout dans l'animation qu'elle fait différemment des autres, différemment du cinéma en prise de vue réelle notamment? Très bonne question. Je pense qu'il y a en fait ce côté de on sait que ça a été fait par quelqu'un, en fait. Il y a la suspension d'incrédulité qui est tellement forte, en fait, dans le travail de l'animation pour moi. Et avoir ce pouvoir de raconter une histoire, de faire bouger des choses qui n'existent pas, qui sont littéralement, en tout cas pour l'époque, du papier et du crayon, je trouve ça
incroyable en fait. C'est littéralement un pouvoir magique. Et j'ai vraiment beaucoup plus une infinité là-dedans. Je me suis essayée au live à un moment donné, mais tout l'aspect paramétrage des caméras et les lumières et savoir où tourner, machin, c'est trop compliqué pour moi. Je suis trop con pour ça. Mais non, en vrai, c'est vraiment le côté... t'as fait quelque chose de tes mains. Et pour moi, c'est un peu... Alors, je sais que ça va pas faire l'unanimité non plus, mais je pense que c'est un peu la forme ultime du dessin, ou en tout cas de la pratique de l'illustration ou des arts graphiques, en fait. Parce que faire une illustration, ton objectif, c'est de faire une image qui est belle. Mais l'animation, ton objectif, c'est de rendre vivant quelque chose. Et de rendre vivant quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut aller chercher ce côté sincère, ce côté émotionnel, mais aussi ce côté où les gens peuvent se rattacher à ce que tu animes. C'est un travail qui est tellement particulier, mais en même temps qui est tellement enrichissant. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. Quand j'ai regardé, justement, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'était le côté de... En fait, Roger Rabbit, il est vivant, c'est un lapin toon, mais c'est pas juste des dessins. Et aussi, il y a cette particularité quand on fait de l'animation 2D, parce que je fais majoritairement de l'animation 2D et sur papier, donc traditionnel, c'est le grain. J'adore voir le grain de toutes les frames, en fait, et de voir que c'est un peu imparfait, que c'est pas justement ultra lisse ou que ça soit ultra réaliste. C'est comme pour la stop motion où Hardman aime montrer qu'il y a des traces de doigts sur leurs marionnettes Ouais, pour montrer que ça a été manipulé, qu'il y a quelqu'un qui est passé dessus, qui a travaillé ça directement avec ses mains. Ouais, et sur le papier, du coup, quand tu te dis que ça a été tout dessiné à la main, moi je trouve ça mais incroyable, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans l'animation, c'est le côté imparfait, mais en même temps, t'as un pouvoir magique qui te fait animer des choses qui n'existent pas. Genre ça, vraiment, c'est une dinguerie. Mais j'adore cette réponse. Tu parlais de la forme ultime de l'illustration et du dessin. Moi, je dis souvent que l'animation, c'est la forme ultime même du cinéma, dans le sens où tout doit être pensé à la frame près. Il n'y a pas d'accident heureux, il n'y a pas de ligne de dialogue improvisée, il n'y a pas, pas de place à l'improvisation, quoi. C'est un travail minutieux, mais en même temps qui doit être pensé en amont et j'aime ce côté de se dire que c'est des artistes totaux qui font ça et c'est vraiment aussi une combinaison de vraiment chaque membre de l'équipe à sa place. C'est vrai aussi dans le cinéma live, mais chacun a travaillé sur ce décor, ce personnage, ce bruit, tout doit être rajouté en fait. Et j'adore. Alors après, il y a moyen de faire de l'improvisation, il y a moyen d'aller un petit peu, parce que c'est là où en fait, notamment quand tu fais de la comédie, quand j'étais sur Press Evendo, c'était en partie de la comédie, c'est justement dans les petits détails comme ça que tu peux aussi un peu improviser. Et alors, c'est pas sur toutes les prods, mais ça permet de rajouter un peu plus de sincérité, encore une fois, comme je le disais. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, ce côté, c'est extrêmement bien planifié, mais surtout aussi, c'est infini en fait. Ta caméra, elle est littéralement partout. Si tu veux la mettre dans le sol, tu la mets dans le sol. Si tu veux la mettre dans un coussin, tu la mets dans un coussin. Si tu veux la mettre dans le ciel, à la place du soleil, tu vas la mettre dans le ciel à la place du soleil. Mais ça, c'est tellement des possibilités infinies de création et de réalisation. C'est incroyable en fait. C'est des choses que tu as pu mettre en place dans ta carrière avec les différents studios avec lesquels tu as travaillé. On a cité des gros noms. Il y a eu effectivement Cartoon Network. Il y en a eu d'autres. Tu peux les citer. C'est le moment où tu peux te faire mousser. Vas-y. Mais en gros, le fait de travailler sur des grosses prods, est-ce que tu as réussi à avoir cette liberté justement? Alors après, quand on bosse dans des grosses productions, ou en tout cas pour des gros studios, c'est un peu compliqué de vraiment prendre sa place. Tu vas avoir certains studios où effectivement tu as un peu plus de liberté créatrice, dans le sens où, oui, tu es un technicien, dans le sens où tu accomplis une tâche, mais tu peux avoir aussi un élément ou un détail où tu peux y mettre un peu ta patte et donc dire que tu as contribué un petit peu quand même à la réalisation ou à l'acting de ce que tu fais. Mais dans la très grande majorité des cas, quand on travaille avec des très gros studios comme ça, c'est extrêmement réglementé, c'est extrêmement segmenté, c'est ça. Et c'est très compliqué de s'en détacher. Mais quelque part aussi, c'est ça aussi qui me plaît, en partie dans l'animation, c'est l'idée que... Comment dire ça? De perfectionner un peu une tâche, d'être spécialiste dans quelque chose. Moi, c'est plus dans l'idée de... T'as des restrictions, t'as des limites, et il faut jouer avec ça. Okay. Comment t'arrives à faire ce que tu veux et en même temps satisfaire le désir du lead et en même temps satisfaire le désir des réals et en même temps satisfaire le désir des clients avec ces limitations-là. J'aime bien le côté... c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que je ne suis pas une artiste.
Je suis une Ok. animatrice, je suis une technicienne. Ok. C'est-à-dire que j'ai une base. Si j'ai pas cette base, j'y arrive pas en fait. Mais c'est ça aussi qui est challengeant en fait. C'est l'idée de, on te passe quelque chose qui n'est pas le tien. Il faut que tu te le réappropries et que tu arrives à satisfaire tout le monde. C'est un très très gros challenge que moi j'adore faire. Oui, parce que c'est principalement en travaillant en freelance. D'ailleurs, est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça a été une volonté d'être justement de pouvoir être libre et travailler sur différents studios, ou est-ce que c'est une contrainte dans le sens où tu n'as pas réussi à trouver un studio dans lequel tu travaillais? Est-ce que c'est une logique de l'industrie aussi, hein, d'avoir énormément de gens qui sont intermittents, qui passent de studio en studio comme ça? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, effectivement, la très grande majorité des contrats qu'on signe, que ce soit pour de la publicité, de la série ou du film ou quoi, c'est majoritairement de l'intermittence. C'est-à-dire qu'on t'embauche pour ton boulot à une période, généralement courte, minimum 3 mois, pour faire tes heures, et ensuite tu te casses en fait. C'est extrêmement rare que tu vas avoir des contrats où ça va être des CDI, ou alors on va te prendre sur le long terme, dans le sens où tu vas pouvoir faire plusieurs productions dans un seul et même studio. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'étais dans une situation où, effectivement, non seulement j'étais un peu coincée financièrement parlant, parce que du coup, dès qu'on a fini un contrat, il faut tout de suite rechercher vite du travail, parce que sinon, tu peux pas payer les factures, tu peux pas te payer à manger, donc ça reste un peu compliqué. Mais de l'autre côté, tu as envie de travailler pour des grands clients. Je l'ai pas cité, mais j'étais sur 2 collaboratives avec Pixar, notamment. Oui. Et ça a pu être fait que grâce à la freelance, parce que justement, ils étaient aux États-Unis, ils cherchaient des gens, et j'aurais pas pu avoir cette opportunité si j'avais été dans un studio, ou si j'avais fait un boulot qui n'avait rien à voir, ou si justement j'avais été embauchée à temps plein dans un studio en fait. Donc j'ai envie de te dire que c'est les deux, mais on va pas se le cacher, la grande majorité de la réflexion a été faite de manière financière en fait. Oui, d'accord. Et donc, comment on se fait embaucher chez Pixar, chez Cartoon Network, chez ces grands studios-là? C'est quoi, voilà, comment tu te vends aujourd'hui en tant qu'animatrice? Ah bah avec la démo reel, et puis on toque à des portes, et puis on espère que on arrive au bon endroit au bon moment et qu'on a du boulot en fait. Malheureusement, c'est des métiers qui sont comment dire ça? Précaire? Alors oui, il y a de ça, c'est effectivement des boulots qui sont assez précaires, mais c'est surtout dans l'idée que, en gros, en fait, c'est compliqué de trouver une régularité, à moins que tu sois extrêmement fort dans ce que tu fais. Hmm. Et moi, malheureusement, je ne fais pas partie de ces monstres, notamment, je ne sais pas si tu connais, les Média Wichawi, les Lou Boucher, les Adrien Gromel, etc. Moi, je ne suis pas Sixtine Dano, Sixtine James aussi, tous ces animateurs et animatrices-là qui sortent des gobelins, qui sont extrêmement forts techniquement parlant, et qui aussi ont un extrêmement bon réseau post-école. Moi, malheureusement, je n'ai pas ça, donc il faut faire avec ce qu'il y a. Et sur ce contexte-là, on essaye de faire des choses, on essaye de trouver sa place là-dedans. Mais effectivement, le seul moyen de véritablement trouver du travail, c'est par le réseau. C'est le fait de toquer à tes portes, c'est de parler avec des gens, c'est de montrer ce que tu sais faire et espérer qu'il y a quelqu'un qui dise hey, en vrai, pour le truc qu'on veut faire, eh ben, en fait, t'es le candidat parfait, donc viens, en fait. Et justement, le projet sur lequel tu as travaillé, dont tu es le plus fier, ou en tout cas, un rendu, un boulot sur lequel celui-là, c'est celui que tu veux mettre en avant, quoi. Ah, c'est compliqué en vrai, parce que j'ai énormément de chance par rapport à la majorité de mes collègues où je peux choisir les prods où je veux aller en fait. J'ai énormément de chance d'être notamment avec un copain qui a un CDI, donc ça aide un peu pour payer un peu les factures au quotidien. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment un projet où vraiment je suis le plus fière, parce qu'à chaque fois, comme je le disais, j'ai énormément de chance, je peux choisir les productions dans lesquelles je veux être, et c'est notamment un des critères qui fait que je choisis ce projet-là pour travailler, c'est la sensibilité artistique, c'est le projet en lui-même, est-ce que ça me touche, est-ce que j'ai envie de faire ce style-là, est-ce que je suis capable aussi de faire ce style-là. Donc il n'y a pas vraiment un où je me dirais c'est le plus marquant, ou c'est celui que j'ai vraiment le plus préféré, même si en vrai, si on doit parler de vraiment un projet où j'en ressors encore avec des étoiles dans les yeux, bah, c'est le film de Genshin Impact, en fait, c'est Moon Bamboo Forest, parce que le style graphique est tellement d'une délicatesse, mais c'était un des travaux les plus durs que j'ai eu à faire de toute ma carrière, et encore ma carrière est petite, mais ça n'empêche que ce travail de la ligne un peu aquarellé, un peu ancré, très fin, où il faut garder une certaine
qu'il faut garder une certaine texture, une certaine fluidité. Ça, effectivement, c'est un truc qui me plaît vraiment parce que, encore une fois, c'est revenir sur le travail du grain, sur le fait que c'est imparfait, mais en même temps, on veut faire quelque chose de lisse et de smooth. Non, ouais, Genshin Impact, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Mais après, toutes les autres productions dans lesquelles j'ai fait, ça veut pas dire que j'ai pas aimé et que ça m'a pas marqué. Au contraire, c'est juste que là, c'est l'exemple le plus récent que j'ai, mais aussi, c'est surtout le plus cohérent avec tout ce que j'ai dit avant, en fait. C'est clair. Et tu peux redonner le nom et peut-être où il est disponible, où on peut le retrouver? Genshin Impact, Moonlit Bamboo Forest. On peut le trouver sur YouTube si vous tapez le nom. Je crois que ça a été traduit en La forêt de bambou au clair de lune. Voilà, c'est plutôt une bonne traduction finalement. C'est ça. Donc on peut normalement le trouver en français, mais sinon c'est Moonlit Bamboo Forest en anglais. Ou si vous tapez Genshin Impact Hoyoverse Movie, normalement vous pourrez le trouver. Ok, super. Et peut-être pour parler un peu plus concret, c'est quoi la réalité, en tout cas le quotidien ou même le job en lui-même? On imagine ce que c'est pour beaucoup, j'imagine même de mes auditeurs, même moi, hein, je suis tellement nul en dessin et en l'animation, ça me paraît tellement loin, mais c'est quoi la réalité au niveau du boulot d'animer en 2D ou même clean-up artist, tu l'as été aussi, c'est quoi les spécificités de tout ça? Bah, en gros, il faut se dire, comme je le disais précédemment, qu'en fait on est technicien. C'est-à-dire qu'on répond aux ordres d'un lead, qui répond aux ordres d'un réalisateur, qui répond aux ordres d'un producteur. Donc en fait, dans ce contexte-là, on est vraiment exécutant. On te donne un plan qui est plus ou moins fini quand tu es en clean-up, et l'idée c'est de le mettre le plus au propre possible pour que ce soit l'image définitive, en fait. Quand tu fais de l'animation, on te donne un storyboard, en tout cas une partie d'animatique. L'animatique, en gros, c'est le montage des storyboards avec idéalement le rythme voulu par le réalisateur. C'est des versions brutes, mais qui sont avec des modèles qui sont pas animés, justement. C'est ça. Et nous, notre objectif, c'est de reprendre ces animatiques-là et de faire, du coup, selon les intentions du réalisateur, selon les intentions du storyboarder, et de l'animer au personnage. Donc on a une première phase où on va faire les poses clés et les breakdowns. Donc en gros, c'est les images clés les plus importantes. C'est ce qui va permettre notamment aux spectateurs d'avoir les informations les plus importantes du mouvement ou de l'émotion qu'on veut faire. Ensuite, on le donne à notre lead. Si jamais il y a des corrections à faire, il nous les donne. Ça s'appelle des retakes. Et dès qu'on les corrige, pareil, ça fait vraiment en ping-pong. C'est-à-dire que le lead va te donner des corrections, tu les fais, tu revalides, etc., etc., jusqu'à ce qu'au final, ça soit complètement validé par et le lead, et le réalisateur, et les clients ou les producteurs. Et après, tu continues sur un plan et tu fais ça à la chaîne jusqu'à ce que le projet soit fini. C'est dans ces allers-retours que tu peux éventuellement apposer ta petite patte et de dire moi j'aurais bien vu le personnage faire ci, bouger un petit peu plus comme ça, etc. C'est ça, c'est vraiment dans l'idée dans ces retakes-là, de proposer des idées si jamais il n'y en avait pas eu une au départ, de rajouter cette petite ce petit je ne sais quoi, qui fait que ça rend le truc un peu plus personnel aussi pour les animateurs, parce qu'on peut très rapidement en fait être complètement contraint de refaire à l'identique le storyboard et l'animatique et d'essayer de s'imposer un tout petit peu, même si c'est pas grand-chose, parce qu'on n'a pas un pouvoir de veto sur toute la réalisation, évidemment. Le nombre de fois où j'ai regardé des épisodes ou des animatiques et je me suis dit, moi, j'aurais pas fait comme ça. En vrai, j'aurais fait comme ça. Et puis, en plus, là, il y a une erreur. Là, il y a un... Ah, là, il y a un faux raccord, Michel. Eh oui, Michel, tu as tout ce genre de trucs-là. Oui, parce que les faux raccords existent aussi dans l'animation. Oui, hein, oui. Genre, je m'en souviens quand on était sur Wayfinder, à un moment donné, c'était une prod qui était assez compliquée parce qu'en gros, on n'avait pas des personnages définitifs en termes de chara design. Okay. On en avait une première partie qui était grosso merdo à 80% finie, mais les 20% qui restaient, ça a été changé à la dernière minute avant que notre département commence, en fait. D'accord. Donc, il fallait justement changer ce que l'animation ROF avait fait, parce que j'étais au Clean à l'époque. Il fallait changer ce qu'elle avait fait l'animation ROF pour que ça corresponde à la version définitive qui a été validée par les clients, mais sans avoir le visuel définitif de ce qu'il fallait faire. Et il y avait des moments où j'étais en mode... Mais attends, en fait, en gros, il y a un personnage qui a des grenades sur les hanches. Et à un moment donné, on est en mode, dans ce passage-là, normalement, elle a jeté une grenade. Donc en fait, il y en avait 3 au départ. Et là, il ne lui reste que 2. Et là, sur ce plan-là, il y en a 3.
Et sur le plan d'après, il y en a 2. Mais donc, du coup, c'est pas la grenade 1 et 2 qui a été enlevée, c'est la grenade 1 et 3. Et voilà. Genre, voilà, c'est plein de trucs comme ça qui. Ça paraît pas grand-chose. Mais non. Mais justement, c'est ce travail du détail et justement du challenge qui fait que c'est avant tout un travail collectif qui fait que la solidarité et le vivre ensemble et le travail collectif fait que ça fait vraiment une œuvre incroyable en fait. T'as vraiment l'impression que toute l'équipe a vraiment apposé sa patte, même encore une fois dans le moindre petit détail que personne ne verra, que personne ne captera. Et toi, tu sais. Mais moi, je sais et c'est ça qui fait la force du truc en fait. Et donc, depuis quelques années, tu es également prof particulier dans le domaine de l'animation à côté. C'est ça fait 2 ans. Et c'est important justement pour toi de transmettre tes vidéos sur Instagram vont principalement dans ce sens-là. Tu t'encadres beaucoup de personnes. En quoi ça consiste exactement? En gros, je fais ce qu'on appelle du mentorat. C'est-à-dire que, en gros, je me considérerais, entre guillemets, en tout cas, j'offre mes services en tant que personne qui a déjà travaillé dans l'industrie et je veux encourager les plus jeunes que moi et les nouvelles générations à avoir quelqu'un qui les aide à naviguer en fait ce que c'est de travailler dans l'industrie parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a énormément de lacunes notamment dans tout ce qui est comment chercher des financements, comment aller postuler dans des boulots concrètement. En fait, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une démo reel? Comment on écrit sa lettre de motivation? À quelle fréquence il faut renvoyer au studio, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend très peu à l'école. Et si on doit les apprendre en autodidacte, il y a tellement peu d'informations qui existent en ligne. Ou alors c'est contradictoire, ou alors c'est vieux, et donc du coup, c'est pas à jour. Et ça, c'est un peu compliqué. Et moi, je voulais apporter ça, mais je voulais pas non plus rentrer dans ce poussif de non, mais du coup, moi, je suis un entrepreneur prof, et donc du coup, si tu prends ma formation à 300 €, tu peux avoir toutes les informations. Et en fait, c'est des trucs que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Moi, j'aime bien avoir ce côté humain de discuter avec des personnalités avant tout, qui veulent s'affirmer, qui veulent faire ça leur boulot, qui sont dynamiques et qui ont vraiment la niaque avec ça, et de les accompagner pour que justement après ils aient plus besoin de moi, qu'ils soient pas dépendants de mon savoir, parce que moi aussi j'ai mes limites. Moi j'ai appris dans une période de l'animation où on n'avait pas l'IA. C'est con, mais ça aussi, ça va impacter comment on va enseigner aux générations futures. Mais au-delà de ça, moi, j'ai grandi aussi et j'ai été éduquée quand j'étais à l'école, à l'époque où la mocap commençait à perdre en vitesse, mais qui, à l'époque, se faisait le contender de la 3D et qui disait qu'en fait, on pouvait remplacer quasi toute la production parce qu'il y a juste un mec dans une combinaison qui pouvait faire et l'animation et le rigging et le machin de toute l'animation en fait. Et ouais, moi je voulais vraiment rendre ça parce que en partie c'est ça qu'on m'a donné en fait quand je suis sortie d'école. Et ouais, c'est juste la boucle qui est bouclée. Carrément. Et de ne pas être juste dans la partie technique, mais vraiment dans un accompagnement global. Et justement, est-ce qu'il y a j'imagine que oui, des points clés, des conseils clés que tu donnes dans ces cas-là ou d'une manière générale? C'est trop individuel pour donner quelque chose de généraliste. Alors oui, il y a le côté de faut pas désespérer et puis il faut pas envoyer des mails trop souvent et puis il faut que ta démo reel soit le plus pro possible. Ouais, ok, c'est assez bateau comme message. Mais comment tu vas t'exprimer dans ton démo reel? Quelles sont les lacunes techniques? Quelles sont les difficultés aussi mentales qu'on peut avoir? Parce que c'est des boulots qui, en tout cas quand on est étudiant ou quand on commence à peine à travailler dans l'industrie, qui sont extrêmement prenants mentalement parlant. T'es tout seul en fait. T'as très très peu d'accompagnants. Et c'est aussi savoir gérer ces choses-là. Moi, j'ai tellement de profils différents. J'ai des gens qui sortent d'école, j'ai des gens qui sont autodidactes, j'ai des gens qui sont réalisateurs. J'ai des réalisateurs de 35-40 piges qui viennent me voir en disant j'ai envie de faire de l'animation 2D. Vas-y, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que tu en penses de ça, etc. Ouais, vas-y, j'ai un projet, est-ce qu'on pourrait voir s'il y a moyen d'améliorer une animatique que j'ai faite ou quoi. J'ai tellement de profils différents, c'est pour moi impossible. Mais c'est ça qui est trop cool aussi, sûr, carrément, de ne pas donner des trucs bateaux et généralistes, vraiment de savoir connaître la personne et l'artiste derrière pour vraiment être au mieux dans leur tête et dans leur objectif de vie en fait. Et ça représente une grosse partie de ton temps, ça, aujourd'hui? À l'instant T, c'est plutôt la création de contenu. Ok. On croise les doigts, mais on espère qu'à un moment donné, ça va décoller. Mais, tu m'en diras tant. Mais dans le côté professoral, dans le côté
cours privé, je dirais que ça fait à peu près un tiers de mon temps là au quotidien. Ok, ouais, quand même. Donc c'est pas dégueu, mais ça passe. Je peux payer, c'est ce que je disais, je peux payer entre un tiers et un quart, dépendant des mois, de mes factures avec ça, ce qui est déjà très bien. Ouais, c'est en un fait, bon en complément vrai. pour le coup. Ouais. Mais non, c'est pas tout mon temps. J'aimerais, à un moment donné, d'ailleurs, s'il y a des écoles qui m'écoutent, je suis disponible pour être prof. On espère qu'il y en a. Pour l'anecdote, c'est trop marrant parce que là, avant Annecy, il y avait énormément d'étudiants qui faisaient des exposés ou des interviews sur des professionnels, et il y en a énormément qui sont venus me voir, et à partir de là, en fait, il y a des profs qui sont revenus me voir en disant « Ah oui, mes élèves t'ont interviewé, c'était trop cool tes réponses et tout », donc ça donne de l'espoir pour la suite. Oui, puis encore une fois, l'idée de renvoyer l'ascenseur, où c'est les élèves qui informent les profs que tout ça existe. J'en arrive à la question un petit peu naïve de ce podcast, mais je vais le faire exprès. C'est quoi la réalité aujourd'hui de l'industrie de l'animation en France ? Est-ce qu'elle se porte bien, cette industrie ? C'est compliqué. C'est très compliqué, notamment avec l'IA. Après, l'IA, dans les différentes facettes de production, elle n'est pas tant utilisée que ça. Il ne faut pas oublier que l'animation en France, c'est une industrie qui est extrêmement jeune par rapport au cinéma live et par rapport à d'autres industries artistiques. Donc, si jamais il y a des changements comme ça drastiques technologiques, ça prendra un peu de temps pour s'implémenter dans les productions. Mais oui, effectivement, c'est un peu compliqué parce que, pour remettre un peu dans le contexte, on a eu le Covid. Et qui dit Covid dit tout était fermé, on n'embauchait quasi plus personne ou quoi. Mais surtout, il n'y avait plus de nouvelles prods qui venaient parce que c'était trop risqué financièrement parlant. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès que les confinements se sont arrêtés, toutes les productions ont rattrapé en fait tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le Covid. Et là, on est dans une phase où en fait la entre guillemets, bulle spéculative de toutes ces productions qu'on a rattrapées du Covid, elle a explosé. Et maintenant, il faut chercher des nouvelles productions, il faut chercher des nouveaux investisseurs, il faut chercher des nouveaux réalisateurs, etc., pour pouvoir donner du travail et pour faire pérenniser les studios, en fait. Et la grosse problématique de ça, c'est que on est en récession aussi. Et ça n'aide absolument pas les studios pour trouver des clients, pour trouver des gens qui voudraient faire de la prestation en France, parce que la majorité des productions qui se font en France, c'est de la prestation pour d'autres clients, que ce soit étrangers ou français, mais c'est généralement du client. C'est pas des productions à même français, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Les projets à la Alain Chabat, à la Alexandre Astier, c'est assez rare en réalité. La majorité des productions, comme on peut le voir dans mon expérience en fait, c'est pour des Genshin Impact, c'est pour des Pixar, c'est pour des Cartoon Network, parce qu'ils viennent en France, parce que c'est avantageux pour eux financièrement parlant de venir. On a tellement d'aides avec le CNC et les aides régionales, mais c'est ça aussi qui fait la force de la production française. Mais ça n'empêche que, vu qu'on est en récession, ils sont beaucoup plus frileux d'aller chercher, et donc il faut être encore plus compétitif que la concurrence, et notamment les pays asiatiques, le Japon, le Corée, la Thaïlande, qui fait notamment de la prestation et de l'in-betweening, notamment en particulier pour l'animation à prix cassé. Et c'est un peu compliqué de rivaliser avec ça. Soit on reste sur le principe que les productions françaises, c'est qualité, c'est premium, mais non, du coup, on va faire des budgets qui sont beaucoup plus chers. Ou soit, au contraire, on veut avoir plus de clients, mais on va devoir baisser pour que ça fasse concurrence avec des pays dont le niveau de vie est drastiquement plus bas que celui de la France. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés derrière sont moins bien payés. Ça veut dire que derrière, il va y avoir beaucoup plus d'abus. Ça veut dire que aussi, en partie, on va avoir des équipes qui sont beaucoup plus réduites et qui vont devoir faire 3 fois plus de travail, parce qu'il va falloir compenser les gens qu'on n'a pas embauchés. Et ouais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que notamment il y a eu énormément de grèves à Annecy. Notamment il y avait Ras la Barbe, les intervalles, la CGT, qui se sont réunis notamment avant la séance de Fixed au Paquier. Oui, il y a une grosse mobilisation vraiment tout un pan de ce métier-là pour aussi mettre en avant, pour se servir de cette tribune qui est le festival d'Annecy autour de l'animation, pour dire voilà, il y a aussi des conditions qui sont compliquées, il y a des abus faits par certains studios, on peut en reparler aussi, mais en tout cas la question de l'intelligence artificielle aussi qui tend parfois à remplacer certains animateurs, ou en tout cas à avoir des productions qui sont
tout ou partie faite par intelligence artificielle, ça nuit aussi au métier d'animateur, tout simplement, quoi. La majorité des gens qui étaient venus justement pour cette grève avant Fixed, c'était notamment parce que Andarta n'a pas payé ses salariés de par le fait qu'ils étaient en redressement judiciaire. Et c'est venu du jour au lendemain, en fait. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'industrie de l'animation, mais qu'on tente, tant bien que mal, de combattre à notre propre échelle. On va enchaîner avec justement Annecy, on en parlait un peu, on est là pour ça. Toi, t'étais déjà venu avant cette année ? Oui, Ouais. j'étais déjà venue une seule fois. Là, Ok. c'est juste ma deuxième, mais c'est ma première fois avec une accréditation presse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de réservations, je dois beaucoup plus courir partout, je dois avoir beaucoup plus de monde. 4 réservations par jour, finalement, il faut quand même enquiller pour les caser toutes. Hein. Ah bah là, c'est sûr. Après, normalement, je me suis plutôt bien démerdée parce que j'ai fait en sorte que soit c'est plus ou moins dans le même lieu, ou soit c'est avec des écarts de temps qui est assez grand, à peu près 2 heures à chaque fois, donc ça me donne le temps d'aller à la salle tranquillement. Mais ouais, enfin pour les réservations, parce qu'en gros, ça part du principe que il y a des billetteries ouvertes pour chaque accréditation. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Ouais, et il faut être préparé. Hein. Et il faut savoir être préparé. Il faut avoir ouvert tous ses onglets à l'avance, tout refresh et cliquer au bon moment, c'est sport. Pour dire, pour Bad Guys 2, il y avait une séance là mercredi, je sais plus, à 14h30. La billetterie pour la presse était ouverte à 15h. À 15h, 20 secondes, tout était pris. Oui, non, moi j'ai eu le cas où j'étais pas dans la billetterie presse, mais celle suivante. Le premier truc que je voulais, c'était le panel Pixar avec Pete Docter et Elio, etc. Impossible, il n'y en avait absolument pas de dispo. Je sais pas si elles avaient toutes sauté avant, mais ou s'ils en gardaient beaucoup pour le public. Mais ça m'étonnerait absolument pas. En tout cas, ça va très très vite. Mais donc Annecy, pour toi, c'est important d'être là. Alors là, tu viens en tant que presse, mais aussi en tant que travailleuse de l'industrie. Donc tu y vas quand même dans une optique pro aussi, dans l'idée quand même de rencontrer des gens. C'est nécessaire de venir à Annecy aujourd'hui pour toi ou pas ? Alors nécessaire, non, mais ça fait quand même un gros avantage dans le sens où même si on n'est pas réalisateur, même si on n'est pas producteur, ça permet de voir les tendances pour les années à venir, notamment sur les discussions, comme on le disait, transition écologique, mais aussi de l'IA, de l'intelligence artificielle, comment on l'intègre, comment on fait ça équitablement, etc., etc. Mais aussi, surtout, de manière beaucoup plus concrète, ça permet de donner une vision des styles graphiques et des productions et des sujets qui vont être ou qui peuvent être tendance sur la prochaine année. C'est pour ça que tu allais voir pas mal de Work in Progress, j'ai vu. C'est ça, effectivement. Comme ça, du coup, aussi, ça permet de savoir en amont où en est la production et savoir si potentiellement ils ne chercheraient pas des gens. Wink, 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 wink. Oui, tant qu'à faire. Ouais. Bonne semaine pour l'instant de ce que tu as vu. Là, on est mercredi, le festival a commencé dimanche, on est pile au milieu. T'en penses quoi pour l'instant de ce que tu as pu voir de cette édition ? Franchement, ça allait. Après, j'ai énormément pris de réservations et de séances, notamment de grandes licences et de gros studios. Donc, effectivement, que ça va être un peu compliqué de voir un peu ce que font les indépendants ou quoi. Peut-être un peu plus consensuel au niveau du style, quoi. Là, effectivement, c'est assez consensuel. Mais en vrai, pour l'instant, ça va. J'ai eu de très bonnes surprises, notamment l'adaptation live de Dragon. J'ai plutôt bien aimé. Ah, franchement, est-ce que c'est pas une super surprise ? En vrai, je m'y attendais absolument pas. Quand j'avais vu le trailer à l'époque, je me disais, en vrai, il joue un peu mal. En vrai, c'est vraiment du copier-coller. Et puis, je vois pas l'intérêt. Les premières images faisaient pas rêver. Je sais pas si tu te souviens, vraiment, Clairement. les premiers visuels, on avait un peu l'impression de costumes cheap, etc. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, tu te laisses vraiment guider par le truc. Le jeu d'acteur, en vrai, est vraiment pas mal. Non, mais Les décors ils sont bons, très quoi. bien. Ouais. Non, franchement, il y a eu quand même un petit travail pour faire autre chose, entre guillemets, même si en vrai, ça reste quand même du plan par plan. Bah oui, c'est à la fois sa principale qualité et son principal défaut. C'est-à-dire que même si le réalisateur s'était un petit peu défendu de ça et que le film est un petit peu plus long, surtout à la fin, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des choses quand même. Mais et peut-être que le rythme global est un petit peu plus lent aussi parce que c'est du live et pas de l'animation. Mais ça reste quand même le même film. Si vous le connaissez, vous n'allez pas être surpris. Et d'un autre côté, je trouve que en ayant des décors qui ont été vraiment construits,
Et pour le coup, vraiment de l'argent qui a été mis là-dessus, sur les VFX, sur la qualité des dragons, quoi, d'une manière générale. Ça donne quand même un souffle supplémentaire. Et toi, tu l'as vu, je pense, Annecy, j'imagine que l'ambiance était folle dans la salle. Moi, c'était au Grand Rex, et alors c'était pareil, tout le monde était en transe à chaque moment épique, quoi. Alors en vrai, non, notre salle, elle était plutôt calme. Ah ok, d'accord. En vrai, non, parce que je suis presque déçu. Bah après, c'est un peu compliqué parce que Annecy, c'est vraiment le rendez-vous des passionnés d'animation et des travailleurs de l'industrie. Et c'est très compliqué d'essayer de vendre quelque chose de neuf sur une licence qui est tellement appréciée. Ouais. Donc je peux comprendre aussi. Mais en vrai, moi, j'ai plutôt bien kiffé. J'ai apprécié le moment. Je dirais pas que c'est le meilleur film que j'ai vu, Non, évidemment, mais ça sera toujours mieux que l'adaptation de Lilo et Stitch. Alors ça, je l'ai pas vu, j'ai même pas vu l'original, donc faut au moins que je rattrape l'original, je pense. Mais un autre coup de cœur peut-être à donner que tu as vu depuis le début de la semaine. Arco. Ah oui. Arco, j'ai adoré. On est d'accord aussi. Hein. Au départ, j'avais déjà parlé un peu avec toi dans la salle chez Fixed, pour Fixed, mais ce côté un peu rotoscopique, en tout cas qui frôle leur rotoscopie, avec des mouvements qui sont extrêmement réalistes, avec des volumes qui se tiennent bien. J'avais un peu peur au début. Je me disais que peut-être ça allait être trop rigide, un peu comme on pourrait avoir notamment sur les productions faites par Powerhouse ou Mua Studio, donc les Castlevania, les Witcher, etc., où ça va être tellement rigide que du coup ça va se sentir très lourd. Au final, je me suis laissé prendre par le truc. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Mars Express, la partie 2D de Mars Express dans l'animation. Et encore, parce que Mars Express a été fait, je crois, en prestation chez Bobby Pills. Et Bobby Pills, ils ont l'habitude de faire extrêmement dans l'économie. Donc, du coup, ça va aller animer ce dont on a besoin. Mais là, il y avait vraiment un travail sur Arco de le rendre un peu plus fluide quand même. Ouais. Et pas juste animer un clin d'œil ou juste une tête qui tourne ou juste un bras qui se lève. Genre, tu vois, vraiment isoler les mouvements à faire pour pas trop animer, parce que tu comprends, c'est des styles graphiques qui sont tellement complexes à faire, avec tellement de détails, c'est trop chiant à tout faire correctement et de manière smooth. Et là, je me suis laissé prendre au truc. Je ne connaissais absolument pas l'histoire, je connaissais absolument pas le synopsis. Je suis vraiment venue, comme j'aime bien dire, je suis venue cul nu. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. La musique est très bien. La musique est très très belle, ouais. Les décors, je sais pas si toi, ça a été la même chose, mais pour moi, ça se sentait limite nostalgique. Nostalgique d'un futur qu'on avait imaginé dans les années 70-80, avec des formes qui sont extrêmement rondes, avec des robots pareil qui sont très houblons ou ronds, dans le sphérique, dans le côté non agressif, avec des couleurs éclatantes. Ouais. Genre... Les couleurs sont magnifiques. Ouais. Bah, quand tu as un film basé sur l'arc-en-ciel, tu es obligé d'avoir des couleurs qui pètent. Quoi. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment une vision du futur qui est tellement erronée, entre guillemets, par rapport à ce qu'on nous vend maintenant. Là, maintenant, quand on va nous vendre une avancée technologique ou montrer que c'est le futur, c'est blanc, c'est acier, c'est un peu c'est aseptisé. C'est aseptisé. Et là, au contraire, c'est un futur qui est coloré, qui est joyeux, qui limite te crache à la gueule en fait, en disant en fait moi je suis tape à l'œil, je fais partie intégrante de ta vie, mais je suis visible. C'est un pur délire de SF comme on n'a pas vu depuis un moment, dans le sens où on va vraiment là-dedans. C'est hyper inspiration Métal Hurlant, je trouve, et Hugo Bienvenu a fait des couvertures, des collaborations dernièrement pour Métal Hurlant. C'est vrai ? Puisqu'il est lui-même à la base, il est aussi animateur, tu m'avais dit, mais il fait aussi énormément de bandes dessinées, et pour le coup, il y a vraiment des références directes à une de ces bandes dessinées qui s'appelle Préférence Système, jusqu'au robot, qui est quasiment le même que dans cette bande dessinée-là. Il en a fait d'autres dont j'ai oublié le nom, mais qui ont très très bonne presse et qui sont justement une résurgence de cet esprit métal là, un peu 70-80, dans vraiment l'idée d'imaginer un futur. Et on va pas chercher à rendre ça crédible, c'est pas, en tout cas par rapport au monde d'aujourd'hui, mais l'idée de se laisser guider par l'imaginaire et d'être dans un pur trip de SF et combler avec cette pointe de fantastique, d'onirique, avec justement ces hommes et ces femmes arc-en-ciel qui voyagent dans le temps. Je trouve que c'est vraiment une super combinaison de tout ça, et c'est mon coup de cœur aussi depuis le début de la semaine, quoi. C'est vraiment une grosse réussite, ce Arco, quoi.
On n'a pas parlé, on va peut-être finir là-dessus, justement, toute la partie création de contenu que tu fais sur Instagram. Tu es là justement grâce à ça aussi. Comment ça se développe? C'est quoi l'idée derrière tout ça? Comme je le disais un peu avant, c'est davantage de rendre en fait l'appareil à ceux qui m'avaient aidé quand j'étais en école d'animation en fait. Et c'est de rendre aussi surtout accessible toutes ces informations-là sur comment on travaille dans l'industrie, comment ça se passe concrètement, et donner un peu plus aussi pour ceux qui sont juste passionnés par l'animation ou qui voudraient être passionnés par l'animation aussi, c'est démocratiser ça et surtout donner un esprit critique aussi sur comment on regarde une œuvre, comment on la produit et comment ça rend aussi au spectateur, quel message ça renvoie aussi. Et dans l'idée, c'est de continuer sur cette voie-là, espérer que ça se développe un peu plus, et dans l'idée peut-être d'en vivre. Qui sait? Ok, exclusivement, enfin en tout cas dans l'idée de faire de ça la partie principale quoi. Alors évidemment, j'aimerais bien continuer à animer, évidemment, mais pour ceux qui me suivent, ou même pour ceux qui ne me suivent pas, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, mais j'ai une maladie chronique qui fait en fait que j'ai une inflammation chronique de tout le corps. Ce qui fait que je peux extrêmement me blesser très vite, notamment quand je fais de l'animation, parce que c'est des mouvements qui sont extrêmement répétitifs et qui fait que, là ça se voit pas, mais je tiens très très fort le micro à l'heure où je vous parle, et qui fait que ça me fait extrêmement mal à la main, et ça fait que je peux pas faire de trop longues périodes de travail. Donc il y a des moments où, en production, je vais me blesser avant même d'avoir commencé, ça fait même pas une semaine que je suis là, parce que j'ai cette inflammation chronique-là. Et il y a une réflexion quand même de se dire, même si en vrai c'est assez systémique, mais il y a une réflexion de se dire qu'à partir d'un certain âge, tu n'as plus les capacités physiques de quand tu avais commencé. Et maintenant, du coup, tu fais quoi? Est-ce que tu t'enlèves complètement de l'industrie? Est-ce que tu te rediriges vers des boulots qui sont beaucoup plus managériales? Donc la réalisation, chargé de prod, producteur notamment aussi. Ou soit tu fais quelque chose qui n'a complètement rien à voir. Et moi, dans ce contexte-là, j'avais envie de faire un entre-deux, c'est-à-dire de continuer à animer quand même, mais avec un rythme beaucoup moins soutenu, et surtout de continuer de parler en partie de ma passion, même si c'est mon métier. Et bah voilà, allez suivre juste Céline sur Instagram. Il y a énormément de contenu, tu postes quand même très souvent avec des avis assez tranchés. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Non, si, un petit peu. En vrai, un petit peu. non. Non, mais j'aime bien aussi, au contraire. Je trouve que ça permet de à la fois, comme tu l'as dit, d'avoir un côté insider dans l'industrie, et puis l'idée de partager ça au plus grand nombre aussi. Il n'y a absolument pas besoin d'être un spécialiste ou de vouloir absolument travailler dans l'animation. Et puis je suis aussi toutes les vidéos que tu fais sur Annecy. C'est un plaisir. Non, c'est un plaisir à regarder. Merci. Voilà, donc allez-y, rejoignez la bande. Vous êtes quoi là, 6600 alors on parle sur Instagram? Sur Instagram, on est, attends, je vais te dire ça, mais on est beaucoup plus proche des 6008, 7000 maintenant, toutes plateformes confondues. Donc ça fait déjà un petit 14K toutes plateformes confondues, c'est pas déconnant. C'est pas mal. Pour la niche que c'est pas trop déconnant, je trouve. Ah, attends, où est mon téléphone? J'ai perdu mon téléphone. Je crois que j'avais noté. On va arrêter le podcast pour chercher mon téléphone. Non, mais je crois qu'on est arrivé au bout de toute façon. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, un dernier big up à quelqu'un, ou alors quelque chose dont on n'a pas parlé sur le milieu, sur toi, sur ton parcours, que tu voudrais glisser en fin d'épisode? J'ai envie de dire que ça ne serait pas Céline Beauté qui parle sans mentionner la régie, évidemment. Je fais souvent mention de la régie, que ce soit dans mes stories, alors pas dans mes vidéos, mais beaucoup plus dans les live streams que je fais, parce que je faisais du stream à un moment donné sur Twitch. La régie, c'est celui qui a fait vraiment, mais no joke, hein, c'est celui qui a fait en sorte que je sois la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui. C'est lui qui m'a aidée pendant le Covid, où ça a été très compliqué financièrement parlant, où je doutais de moi, où j'avais l'impression que j'arrivais à rien dans ce que je faisais. C'est lui qui en partie m'a lancé sur cette voie de la création de contenu. Et si j'en suis là, c'est vraiment grâce à lui. Il a notamment un TCG qui s'appelle Donjons et Procrastination, qui fait en collaboration avec Romuald, nom de Pomiade sur les réseaux. S'il vous plaît, si vous voulez le soutenir, c'est français, c'est fait en France, imprimé en France, illustré en France, designé en France. Si vous voulez notamment les soutenir, c'est Donjons et Procrastination sur Instagram. Et voilà quoi, juste lui rendre un peu l'appareil et je t'aime bébé.
Eh ben super, on le remercie, c'est pour ça que tu es là. Et voilà, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Bonne fin de festival. Hein. Merci à toi aussi. On va peut-être se recroiser et puis évidemment on communique toujours. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des passionnés et des gens de l'industrie à ce micro. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine tout le monde. À Ciao. la prochaine. Et oui, encore un grand merci à Céline et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'en profite pour ajouter que si vous travaillez dans l'animation, que ce soit en tant qu'animateur, storyboard artiste, dessinateur, scénariste ou réalisateur, et que vous voulez vous aussi partager votre parcours et votre vision sur l'animation, n'hésitez pas à m'écrire à sylvain.animedia@gmail.com. Et puis vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur les réseaux, principalement sur Blue Sky, Instagram ou TikTok @animediapodcast. Et puis bien sûr, pour tout le monde, vous connaissez, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou toute autre plateforme de votre choix. Puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle interview, cette fois-ci du réalisateur-scénariste Félix Dufour-Laperrière, pour la sortie de son film La mort n'existe pas. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et ciao!